amis du Chronodox, bonjour, Gustave Lahanche pour vous servir. Après avoir vu la théorie de la mort de JFK, nous allons en votre compagnie analyser la théorie concernant la mort de l'humoriste Coluche, afin de répondre à deux questions. Oh, mais quelles sont ces deux questions, Gustave? Silence, Sandra, c'est mon émission. Je disais donc, les deux questions sont comment une théorie voit le jour et surtout pourquoi. Pour cela, j'ai fait appel à certains de mes amis. Tout d'abord, Jean-Bernard Pascal Frédéric, spécialiste Wikipédia, qui va nous faire part de ses connaissances sur la vie de Coluche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Intéressons-nous donc au principal concerné. Coluche, de son vrai nom Michel Colucci, était un humoriste et comédien français, né en octobre 1944 et décédé dans un accident de moto le 19 juin 1986 à Opio, en France. Il a notamment été reconnu pour sa parodie d'une émission de jeu télévisé, le Sligimig. Le Smilblick. Il était également connu pour sa grossièreté et le fait qu'il disait tout haut ce que les Français moyens, si vous me permettez l'expression, pensaient tout bas. Il est aussi le créateur des Restos du Cœur. Il était très aimé par le peuple et n'hésitait pas à se moquer des politiques ou personnes influentes. Merci de votre attention. Je redonne la parole à Monsieur Lance. Oh, c'était vraiment bien. Mais silence, Sandra. Merci pour ces précisions, Jean-Bernard. Je passe maintenant la parole à notre fin analyste que vous connaissez bien, Ruben Baito. Bonjour à toutes et tous, merci Pascal. Je vais baser mon analyse sur 3 points qui nous permettront ensuite de faire une synthèse et voir comment cette structure s'applique à certaines autres théories bien connues. Le premier point concerne directement les circonstances de sa mort. En effet, d'après les médias qui ont relayé l'info les jours suivant sa mort, il roulait comme un dingue sur sa moto, totalement insouciant. L'expertise montra plus tard qu'il roulait entre 50 et 60 km/h, comme l'ont affirmé ses deux amis qui étaient en sa compagnie lors de son décès. Les théoriciens prétendent aussi que le chauffeur travaillait pour le gouvernement, car ce jour-là, il effectuait une livraison pour l'armée. Ils prétendent que le chauffeur a très bien vu Coluche. Ils parlent également des différentes incohérences dans les témoignages. Le chauffeur ne cessait de dire que Coluche allait, je cite, vite, très très vite. Il s'est ensuite muré dans un silence et a refusé totalement de s'adresser à n'importe quel média. Il a presque disparu de la situation. Acte très suspect selon les adorateurs de Coluche. Le deuxième point concerne le spectacle que Coluche préparait, intitulé Il y en aura pour tout le monde. Il comptait à travers ce show s'attaquer à plusieurs personnalités publiques, notamment François Mitterrand, qui était l'actuel président de la France. Il lui parlait de sa fille cachée, parlait des sujets faisant polémique. En d'autres termes, il se faisait des ennemis. On reviendra sur ce fait lors de la synthèse, car c'est un élément clé lors de la conception d'une théorie. Pour en revenir à Coluche, il ressortait d'une période sombre et venait de reprendre sa vie en main. L'ancien Coluche, qui dit ce qu'il pensait, qu'importe les conséquences, allait faire son grand retour dans ce spectacle. Mais évidemment, si je m'exprime au passé, c'est qu'il n'a jamais pu le faire, son show. Son décès a eu lieu quelques mois avant les premières représentations. Le troisième point concerne la fameuse élection présidentielle de 1981. Après avoir été privé de parole sur certaines ondes radio, Coluche décide de se présenter aux élections présidentielles. Tout ça dans le but de pouvoir parler totalement librement. Selon un de ses amis qui l'a motivé à se lancer dans cette aventure, c'était une farce, une énorme farce. Il convoque la presse le 30 octobre 1980 afin de déclarer officiellement sa candidature, après bien sûr avoir préparé son programme. Il lance par la même occasion son slogan. Jusqu'à présent, la France est coupée en deux, avec moi, elle sera pliée en quatre. Tout le monde croit à un simple canular, mais lorsqu'un journal publie un sondage montre que Coluche a 16% d'intention de vote, les gens ne rigolent plus. Il se déclare comme le candidat nul ayant pour but d'emmerder la droite jusqu'à la gauche. Les candidats principaux commencent à s'inquiéter, et Coluche va se faire beaucoup d'ennemis. François Mitterrand enverra 2 de ses collaborateurs afin de persuader Coluche de se retirer. Il a peur que Coluche lui prenne un certain nombre de ses électeurs. Évidemment, Coluche se méfie et refuse. Il souhaite s'attaquer à Valéry Giscard d'Estaing, qui est la cible de l'humoriste depuis plusieurs années. Mais étant l'actuel président de la France, Giscard d'Estaing va ordonner aux médias de censurer Coluche et appelle à son boycott. Les événements prennent une tournure plus grave lorsque le régisseur de Coluche, René Gorlin, est retrouvé mort, assassiné de 2 balles dans la nuque. L'enquête montrera 1 an plus tard que c'est sa compagne qui l'a tué pour motif personnel. Mais les théoriciens ne prendront évidemment pas compte de ces faits. Il recevra également une lettre concernant une balle et un mot. La prochaine est pour toi. Trop de pression, trop de menaces, Coluche retire sa candidature. Le problème de toute cette histoire est que Coluche s'est attiré les foudres des gros candidats, et donc de l'actuel et futur gouvernement français. Une porte grande ouverte à tous les théoriciens, car l'État est la meilleure cible des complotistes. Les complotistes ont leurs arguments, certains faux, certains vrais. Maintenant, nous n'allons pas essayer de voir qui a tort et qui a raison, mais pourquoi les complotistes ont voulu mettre la faute sur un groupe de personnes plutôt que simplement accepter le hasard, le destin. Coluche était aimé par beaucoup. Il était né pauvre, les gens s'identifiaient à lui. Il était bon, il aimait les gens. Il a créé les Restos du Cœur. Sa mort fut extrêmement brutale. Du jour au lendemain, Coluche n'était plus.
Beaucoup de personnes n'ont pas forcément réussi à faire le deuil. C'était trop bête, ils ne pouvaient pas partir comme ça, c'était trop tôt, disait-il. Les gens n'arrivaient pas à accepter que la personne qui défendait les idées des pauvres ne soit plus là. Il ne faut donc pas voir les théoriciens du complot comme des fous, mais comme des personnes ayant perdu un être cher, n'arrivant pas à faire un deuil et qui en a marre de se faire marcher dessus par leur propre gouvernement. C'était Ruben Beito, votre analyste à votre service. Merci beaucoup Ruben, je pense que nous y voyons plus clair. Maintenant, je laisse la parole à Alfred Cook, notre chef cuisinier, qui va nous apprendre à préparer une superbe théorie du complot. Faites chauffer les fourneaux, Alfred! Merci Gustave. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous donner la recette pour préparer votre théorie du complot sur son lit de suspicion. Tout d'abord, les ingrédients. Il vous faut donc 500 grammes d'événements tragiques. Généralement, on va prendre un meurtre ou un attentat, le 11 septembre à tout hasard. Il vous faut aussi 1 kilo de personnalité publique. Elle peut être de différentes variétés. Par exemple, JFK ou Lady Di. Il vous faut 1 à 3 cuillères à café d'ennemi. Rabattez-vous sur l'État. C'est ce qui donne le plus de saveur dans la théorie. Ensuite, 300 grammes d'incohérence dans les faits rapportés. Un peu de mensonge donne toujours une touche sucrée non négligeable. Une pincée de fausses photos, preuves ou interviews. Faites ressortir votre âme d'artiste et vos talents à Photoshop. Ensuite, 2 à 3 cuillères à soupe de sophisme. Un peu de termes plus littéraires afin de convaincre les personnes les plus influençables que votre plat est bon. Continuons avec 1,5 litre de mauvaise foi. N'hésitez pas à nier les accusations qui vous seront faites si on tente de vous descendre. Pour la préparation, commencez par mélanger votre personnalité publique à vos événements tragiques. Le mélange obtenu sera le meurtre de cette personnalité. Ensuite, mélangez-y vos cuillères à café d'ennemi. L'État sera donc responsable de ces meurtres. Maintenant, dans un bol à part, mélangez vos incohérences, vos fausses photos, vos sophismes, la mauvaise foi, ainsi que la paranoïa. Le liquide sera très suspicieux. Versez délicatement ce liquide sur votre premier mélange et vous avez terminé. Vous n'avez plus qu'à laisser le tout mijoter sur la toile et après quelques jours, votre plat est prêt. Il ne vous reste plus qu'à servir votre plat. Et voilà, maintenant, vous avez toutes les clés en main pour faire votre propre théorie du complot. Et ce, pour moins de 13,86 $. Tout ça a l'air excellent, Alfred. Je crois bien que Ruben Beito aimerait reprendre la parole pour le mot de la fin. Je souhaitais simplement rappeler aux auditeurs de ne pas croire tout ce que vous voyez sur Internet. Tout peut être trafiqué. Ne prenez pas comme sûr les écrits, même les médias ou personnes influentes. Apprenez à remettre en cause certains éléments, mais ne sombrez jamais dans la paranoïa. Des gens meurent, parfois très tragiquement, c'est vrai. Mais un accident peut arriver à n'importe qui, même à vos idoles. Nous sommes tous humains, nous avons le droit de croire en ce que nous voulons. Cette émission sur Coluche a peut-être été traitée avec humour, mais sa mort n'en est pas moins triste. Ce fameux 19 juin 1986, la population francophone a perdu un être cher. Il a fait rire et pleurer des générations et continue encore aujourd'hui. C'était un homme drôle et bon, avec le cœur sur la main. Je vais maintenant vous laisser avec Valentin, qui va vous parler de l'affaire Roswell. À vous l'antenne. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, Giscard, on dirait il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu.